On parlait d'un exemple concret, d'un exemple comment on peut communiquer l'information au patient, comment on peut raisonner aussi l'information par rapport à une stimulation neurogustative qui est vraiment un message neurologique, une afférence qui n'est pas... Ça devient une afférence au même titre que si je touche un endroit, c'est une afférence, que si je me place dans une position, je vais changer. Donc, c'est un type de stimulation, puis on va évaluer après ça la répercussion positive, neutre ou néfaste sur la condition de notre patient. Ou est-ce qu'on essaie de corréler ça avec vraiment des informations au niveau neuromusculo-squelettique avec pas uniquement le test musculaire, et ça, c'est l'élément qui est hyper important à garder en tête. Et ce qui était important à garder en tête aussi dans l'exemple que je donnais tantôt, c'est que si j'avais utilisé uniquement un muscle indicateur, dans l'exemple du café et de ce qu'on avait fait dans un exemple de traitement, bien, j'aurais passé complètement à côté de l'information la plus utile cliniquement pour la condition neuromusculo-squelettique de mon patient. Aussi simple que ça. Maintenant, on recule dans le temps. Pourquoi on est arrivé avec ce fameux test neurogustatif et pourquoi ça évolue dans notre compréhension aussi à travers le temps? Qu'est-ce qui en ressort dans les recherches? Comment on peut continuer à faire évoluer ce modèle-là? Donc, on se ramène en 1969. Il faut comprendre que George Goddard, c'est un homme pas curieux normalement. C'est quand même curieux à l'extrême. Donc, la lecture d'articles scientifiques, même à l'époque, qui était beaucoup plus compliqué que maintenant de se les procurer. Maintenant, tu peux aller sur PubMed, c'est instantané. Donc, il était abonné à énormément de journaux scientifiques. Et il connaissait bien, il avait une curiosité qui était très diversifiée. Donc, il avait lu un article dans la revue Science qui était intitulé « Direct Pathway to the Brain ». Ça l'avait vraiment marqué parce que dans cette expérience-là, il avait ligaturé, en fait, l'oropharynx chez des rats. Puis, il avait fait des stimulations où il avait mis un glucose qui était radioactif. Et après ça, il, malheureusement, tuait l'animal. Il faisait des coupes pour évaluer la stimulation elle-même. Est-ce qu'on pouvait retrouver le glucose à un autre endroit, étant donné qu'on ne permettait pas à l'animal de l'avaler? Et à la grande surprise dans cette recherche-là, ils ont trouvé que la stimulation gustative dans les coupes, qui était comme quelques minutes seulement après avoir fait d'avoir placé le glucose radioactif, ils trouvaient instantanément le glucose radioactif au niveau du cerveau. Donc là, ça l'a amené dans cette expérience-là, le questionnaire de dire, OK, il y a comme une voie d'absorption ou de connexion ou autre, puis même la recherche finit un peu en disant, on ne sait pas exactement ce qui se passe en 1969, mais on sait que s'il est placé là, le rat n'a pas avalé, c'est pas allé au niveau digestif, et même ils ont tenté l'expérience inverse, ils ont mis le glucose radioactif uniquement au niveau du système digestif, ils ont fait des coupes, et à ce moment-là, ça n'avait pas passé par la bouche, et il n'y avait pas de stimulation au niveau du cerveau. Donc vraiment, c'est comme la phase céphalique qu'on appelle, de la digestion, venait comme d'amener une compréhension que c'est pas juste le fait de la mastication, c'est pas juste au moment où on va avaler qui commence le processus. Il y a vraiment une connexion entre la bouche, les récepteurs, puis le cerveau, mais dans aussi ce que ça transmet comme information, puis peut-être même dans un volet absorption. Puis Goddard, il avait déjà lu avant ça, ou à peu près dans les mêmes périodes, un autre cas de patient qui, dans la littérature scientifique, est appelé l'affaire Tom. Dans l'affaire Tom, qui est un article qui est paru en 1947, qui parlait comment un patient qui avait eu un œsophage, un jeune, avait eu l'œsophage brûlé. Et il n'était plus capable d'avaler rien. Donc, il était nourri directement au niveau gastrique. Puis, sa santé dépérissait, il perdait du poids, il développait comme plein de problèmes de santé. Puis il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour l'aider. Puis il y a quelqu'un, quelque part dans son équipe, qui a juste eu l'idée juste de faire mastiquer la nourriture, même s'il ne pouvait pas l'avaler après. Donc juste de faire la stimulation gustative des aliments qui allaient être introduits après. L'enfant a repris du mieux, puis il a pu
guérir, reprendre du poids, puis se sortir de sa condition. Donc ça l'avait amené déjà là une réflexion à dire, on ne sait pas pourquoi, mais littéralement, quand on connecte cette substance-là, c'est pas parce que j'ai digéré plus de macronutriments puis que j'ai brisé les molécules, c'est la stimulation vraiment qui était faite là-dessus. Puis ça remontait même avant ça aussi, dans ce que Pavlov avait démontré, que justement la phase céphalique avait un impact pour engager tout le processus au niveau digestif. Fait que, les recherches de Pavlov remontent à 1910. Après ça, il y a eu 1947. Après ça, cet article-là en 1969, qui ont comme pavé la voie à Goodhart, dans sa curiosité incroyable, à dire « Caroline, il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment intriguant. » Puis à un moment donné, il était avec une patiente qui avait une condition, fatigue, tout ça, qui était déjà médicamentée avec un extrait glandulaire de thyroïde, qui était son médecin qui lui avait recommandé ça, puis qui ne remontait pas malgré tout, malgré la prise de cette supplémentation-là ou de ce médicament-là. Puis Goodhart, dans son évaluation avec elle, il avait déjà comme vu une forme de corrélation. Il avait déjà pris les réflexes de Chapman, puis il était déjà à établir que le test musculaire, des fois quand il était inhibé, c'était plus juste notre histoire d'origine d'insertion. Qu'il y avait des cas, quelqu'un qui avait massé les attaches, les origines d'insertion, que le muscle restait faible, mais que dans certains cas, justement, le réflexe de Chapman, donc la relation muscle-organe, commençait à prendre place, que justement le petit rond, il avait déjà commencé à voir qu'il semblait être assez bien associé avec la thyroïde. Puis, chez cette patiente-là, il s'est juste demandé, elle a tous les signes et symptômes. Elle a tout. En plus, elle a un petit rond qui est inhibé, douleur au niveau, justement, du réflexe de Chapman qui va avec. Il n'y a pas de raison que sa médication ne fonctionne pas. Donc, la seule idée qu'il y a eu, c'est de dire, au lieu que tu l'avales, essaie donc de la mastiquer. Donc, il a fait mastiquer la médication, puis il a retesté, il a attendu, puis il a retesté le petit rond. Puis, à sa grande surprise, le petit rond était facilité. Et là, pour lui, c'était comme, oh, attends un peu, là. Il y a quelque chose avec la recherche qu'il avait lue avant, avec la connexion dans l'instantané avec le système nerveux central, qu'on pouvait quantifier avec des efférences au niveau neuromusculo-squelettique. Ça venait de changer vraiment un paradigme, parce que lui, il était super ouvert au niveau nutritionnel. Son père faisait énormément de recommandations nutritionnelles. C'était des gens qui étaient très, très proches de Royal Lee. Royal Lee, c'est celui qui a développé la compagnie Standard Process, qui est de la vraie nourriture dans l'ensemble de leurs suppléments, en format un peu déshydraté ou léophilisé. Donc, il y avait déjà cette culture-là, mais de savoir que là, on pouvait avoir quelque chose qui validait ou invalidait nos hypothèses basées sur nos connaissances, devenait vraiment intéressant pour préciser quoi recommander ou pas recommander à un patient. Donc, ça, c'est la recherche que je vous ai expliquée. Juste, on revient, recherche de 1969, là. Ça, c'est avant qu'ils mettent le glucose radioactif. Après qu'ils l'aient mis, puis dans les coupes, donc on va au niveau de la bouche puis au niveau du cerveau, la stimulation justement de glucose radioactif qui se retrouve. Tandis que quand ils le mettent au niveau justement du système digestif, ça reste plus ou moins là. Il n'y a pas la même densité de coloration qu'ils sont allés chercher avec la stimulation neurogustative. En 1970, Goodhart a publié son premier article sur ce sujet-là dans le Chiropractic Economics, qui était A New Route to the Brain. Et regardez ça, c'est quand même, le premier article là-dessus, il s'appelle quand même Structural Imbalance and Nutritional Absorption. Donc pour lui, c'était déjà là une connexion entre le côté quand même neuromusculo-squelettique, qu'on appelle maintenant comme ça, et l'aspect nutritionnel. Comment on pouvait, dans des cas qui répondent pas bien dans nos évaluations et nos traitements chiropratiques standards, peut-être aller chercher une variable de plus, utiliser le volet de l'alimentation pour compléter ou bonifier nos traitements. C'est sûr que l'article, quand on le lit maintenant, avec le recul et la compréhension qu'on en a, il y a des constatations empiriques qu'il avait observées à l'époque, qu'on sait que maintenant, on ne peut pas tirer une conclusion aussi simpliste. Exemple, avoir un muscle qui est inhibé, oui, dans la relation muscle-organe, mais qui va répondre à un nutriment spécifique. Exemple, dans le papier, vous allez lire les muscles de la région au niveau du bassin, moyen fessier, grand fessier, s'ils sont inhibés, vous voulez penser à tester une vitamine E faible dose et
quand il y a comme un problème lié justement au niveau du système hormonal, c'est comme ça va aider. C'est comme quasiment comme si c'était un absolu. Là. Presque comme tu as un moyen fessier faible, c'est pas une origine d'insertion, et tu suspectes une composante nutritionnelle. La nutrition associée devient, exemple, la vitamine E. Les connaissances en biochimie, en nutrition, maintenant qu'on a, nous permettent de comprendre que c'était une première observation. Ils mettaient la table à dire hey, il y a effectivement, c'est vrai que la vitamine E favorise une meilleure production au niveau des estrogènes dans la cascade hormonale. Ça, c'était très vrai. Mais on sait qu'il y a tellement d'autres facteurs qui influencent le volet, exemple, hormonal, que c'est pas vrai qu'un moyen fessier inhibé va correspondre, d'un point de vue nutritionnel, à une carence en vitamine E. Ça a donné l'ouverture à cette compréhension-là. D'un autre côté, après ça, ça l'a amené vraiment des fausses conclusions pour des gens qui voulaient prendre ça au pied de la lettre, sans chercher à réfléchir à travers le processus, en disant j'ai un moyen fessier faible, tu as une carence en vitamine E, je te donne de la vitamine E, ou je te teste de la vitamine E, puis c'est sûr que ça va le faciliter. On devenait avec un biais, on devenait biaisé à dire ça doit être relié à ça. Si on reste neutre dans l'histoire, vous allez observer que des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Okay? Mais dans les chartes, les vieilles chartes de kinésiologie appliquée, vous allez voir demain, en fait, dans nos salles, ceux qui viendront faire la visite de la clinique, on rentre tous. On a des chartes sur les murs, qui sont des chartes comme originales, je trouve un petit côté vintage à ça, mais quand on regarde la corrélation nutritionnelle, qu'on a relation muscle-organe, puis après ça, muscle-organe-nutriment, c'est désuet, c'est complètement désuet. Hein? Donc, il y a des modèles comme ça qui changent et qui vont continuer à évoluer. Ce qui est dommage, c'est que dans nos examens, puis moi je suis sur un des comités par rapport à ça, dans les examens du DIBAK, à la fin de tout, on a encore malheureusement des questions qui reflètent ce volet d'histoire-là. C'est correct si on le comprend d'un point de vue historique, mais si on pense que c'est vraiment une association coulée dans le béton, là on est dans le champ. Okay? Puis il y a même eu des tests après ça qui ont une recherche qui avait essayé de montrer, de dire vraiment, le patient qui trouve de la vitamine E, y a-tu vraiment une carence en vitamine E? Puis il avait tenté de faire une corrélation en certaines analyses de laboratoire, puis il n'y avait pas de corrélation. On peut même se demander comment il faisait l'analyse de laboratoire par rapport aux différents nutriments versus un nutriment qui aurait besoin d'être au niveau, exemple, hormonal ou cellulaire. On pourrait mettre ça en cause aussi là-dedans. Mais juste que vous compreniez que des fois dans les notes, vous allez voir, surtout dans les notes au niveau test musculaire, vous allez voir des muscles, vous allez voir la corrélation nutritionnelle. Ce qui est là, c'est dans une optique d'apprentissage du Heike. Ce n'est pas une corrélation absolue, ça prend des connaissances beaucoup, on va dire, plus complètes maintenant pour faire un bon travail là-dessus. Hein? Mais l'idée, dans ce qu'il avait observé, l'article qu'il a écrit, reflète très, très bien sa compréhension de l'interaction entre le volet gustatif et neuromusculosquelettique. Je pense que c'était ça qui était l'important dans son observation.